Dernièrement, je me suis lancé un défi, me remettre sérieusement aux animés. Et après plusieurs abandons et échecs de ma part dès les premiers épisodes, j'ai décidé alors de tenter un poids lourd du genre. Une œuvre qui allait changer littéralement ma vision du monde. Je vous présente les amis, l'Attaque des Titans. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, en fait elle raconte l'histoire d'un monde où l'humanité est au bord de l'extinction. Les villageois sont retranchés derrière d'immenses murs, 3 exactement, pour échapper aux titans, des créatures gigantesques et dévoreuses d'hommes. Et tout va basculer lorsque le mur extérieur est détruit, laissant les survivants face à une menace qu'ils pensaient oublier. Eren, un jeune garçon, tente de rejoindre l'armée pour combattre les titans aux côtés de ses amis Mikasa et Armin. Mais rapidement, l'histoire prend une tournure plutôt inattendue, dévoilant plusieurs mystères et complots et une vérité aussi bien plus terrifiante que les titans eux-mêmes. En regardant cette série, je me suis fait une petite réflexion, voilà, ça me hantait. Existe-t-il des animés ou dessins animés encore plus sombre que l'Attaque des Titans? Alors on s'est très vite renseigné avec ma scripteuse Fleur Noire, avec qui j'écris les vidéos, et c'est à partir de là qu'on les a trouvés. Bon, il est évident qu'on n'a pas pu regarder tous les animés pour faire nous-mêmes ce classement. On s'est principalement appuyé sur des recherches en ligne, d'autres chaînes YouTube, des blogs et aussi des threads Reddit. Et bien sûr, on y a aussi mis nos œuvres perso qu'on aime bien, qu'on surkiffe, mais aussi notre propre culture générale. Faut pas déconner les gars. Et je vous mets bien entendu les liens de toutes les sources en description. En attendant, on a surtout trouvé des animés adaptés de mangas japonais. Il faut savoir qu'en matière d'horreur et de malaise, on trouve pas mal de mangas réputés. Il faut dire qu'au Japon, on retrouve quelques éléments culturels comme le suicide qui font des thèmes de prédilection pour le genre. Pour certaines références, il ne s'agit pas spécialement de séries dans son intégralité qui est dérangeante, mais plus précisément un épisode ou une scène. Et attention, et si elles ont gagné leur titre dans un classement des animés les plus terrifiants, il y a parmi elles des œuvres qui sont plutôt cool en vrai, et que je vous conseille vraiment de regarder. Surtout, n'hésitez pas les amis à commenter et à partager des animés qu'on aurait pu oublier dans ce classement, c'est possible. Je prendrai un petit temps voilà, pour découvrir toutes vos propositions dans les commentaires de cette vidéo. En attendant, je vous laisse plonger avec moi les amis dans les eaux glaciales de la tourmente de l'esprit humain. Partie émergée. Cette partie est destinée au grand public. Bon, vous le savez probablement, on ne voit dépasser hors de l'eau que 8% de la masse d'un iceberg. Ça signifie que 92% est caché sous les profondeurs de l'océan. Pour les plus grands icebergs, la hauteur hors de l'eau est de 35 à 40 mètres. Et la partie immergée, elle, peut descendre jusqu'à plus de 300 mètres sous le niveau de la mer, soit l'équivalent de la tour Eiffel. Voilà, pour vous faire un petit schéma, pour cette première partie alors, la partie visible, la pointe de l'iceberg, on va parler d'animés qui sont assez répandus. Vous les connaissez tous d'ailleurs sûrement, ne serait-ce même que de nom. Ce long métrage d'animation américain, sorti en 1982, propose de suivre les aventures de Madame Brisby. Brisby est une souris des champs, veuve et mère de 4 souriceaux. Mais malheureusement, dans sa vie, tout ne va pas très bien car son fils Timothée est gravement malade. Il est atteint d'une maladie assez grave, une pneumonie. Déjà, on peut pas faire plus triste comme situation initiale. Mais en plus, la saison des récoltes qui arrive menace l'habitat de Brisby. Le tracteur risquerait de détruire son nid. Son petit n'aura donc plus de maison et ne pourra pas survivre à la saison sans abri. Elle doit donc tout faire pour sauver son habitat, pour sauver la vie de son petit et avoir une chance de le guérir. S'engage pour la souris alors une quête auprès des créatures de la forêt, notamment le hibou grand-duc dans la forêt. Et son antre est particulièrement terrifiante je trouve. Et malheureusement, le grand-duc n'a pas de solution pour la pauvre veuve. Il lui conseille alors de déménager son nid au risque de perdre son petit. Elle s'apprête à partir quand le grand-duc comprend qu'il s'agit là de la veuve d'un rat connu dans les environs. Un rat nommé Jonathan Brisby, une véritable légende apparemment. Il lui conseille finalement de se rendre alors à la cité des rats, trouvant un certain Nicodémus qui l'aidera peut-être à transporter sa maison. Entrée dans la cité des rats, alors elle rencontre Nicodémus, ce très vieux rat qui apprend pourquoi son mari est aussi connu dans leur communauté. Il y a de nombreuses années, des rats et souris de laboratoire étaient soumis à des tests pharmaceutiques par le National Institute of Mental Health, soit le NIMH. Les produits injectés leur ont permis de développer une intelligence proche de celle des humains. Et ces injections scientifiques ont aussi pour conséquence de ralentir leur vieillissement. Mais enfermés et torturés, les cobayes décident de s'évader par le système d'aération. Mais malheureusement, l'évasion ne se passe pas du tout comme prévu. Beaucoup de souris, trop légères, pétrissent dans les conduits. Jonathan Brisby, respecté, sacrifie sa vie pour permettre aux autres survivants de s'échapper. Parmi les rats, il est considéré maintenant comme un héros.
Les thèmes abordés là par cet animé pour enfants me font froid dans le dos, honnêtement. Je ne dis pas évidemment qu'il ne faut pas en parler aux enfants de tout ça, ou qu'il faut absolument tout cacher des horreurs qu'on peut entendre et qui existent finalement dans ce monde. Je dis juste voilà que le veuvage, la maladie, les expérimentations sur les animaux et la mort, j'attends sérieusement votre avis en commentaire. Moi je trouve que ça fait un peu, voilà, un peu trop quoi. Mais bon, pour l'instant, rien d'extrêmement glauque. On est sur des sujets juste très lourds, qu'on trouvait assez lourds pour des enfants, mais soit. Je vous l'ai dit, pour l'instant, on est qu'au début de l'iceberg. Vous allez voir, la suite sera bien plus pire. Taram et le chaudron magique. C'est le premier long métrage d'animation Disney sur lequel a travaillé Tim Burton. Et c'est aussi pour ça qu'il mérite littéralement sa place dans le classement. Sorti en 1985, l'esthétique n'est pas du tout encore celle que l'on connaît du réalisateur. Évidemment, il doit répondre aux caractéristiques de Disney, à leurs exigences, ce qui ne laisse pas libre cours à sa créativité. Mais l'animé porte déjà la marque. Vous savez, cette espèce un peu de romantisme lugubre, qui lui va d'ailleurs si bien. À sa sortie, c'est le film d'animation le plus cher jamais réalisé avec un budget de 44 millions de dollars. C'est juste faramineux. Pourtant, son contenu ne passe pas du tout avec le grand public. Sombre et inhabituel pour une production Disney, le film reçoit un accueil assez mitigé de la part de la critique. C'est un véritable échec commercial. Taram est un jeune valet de ferme qui souhaite devenir guerrier. L'enchanteur du village lui confie une petite truie nommée Tirlir. Elle a des pouvoirs divinatoires et doit être mise en sécurité loin du village. Et un monsieur, un fameux seigneur des ténèbres, lui, la recherche pour localiser un chaudron magique. Il a tout bonnement l'ambition de lever une armée de morts. Avec Tirlir, Taram part en direction d'un chalet secret à la limite de la forêt interdite. Et pendant leur petite route, il rencontre Gurky, une adorable petite créature poilue, bien trop mignonne. Et vous imaginez bien, tout ne va pas se passer comme il le voulait. Taram se retrouve très vite dans des galères. Au cours de son périple, il apprend où se trouve le chaudron magique que recherche le Seigneur des Ténèbres. Il apprend aussi qu'il est indestructible. Par contre, son pouvoir peut être brisé, ce qui mettrait fin au plan diabolique du Seigneur des Ténèbres. Mais pour cela, quelqu'un doit se glisser à l'intérieur de sa propre volonté et accepter de mourir. Et malheureusement, le Seigneur des Ténèbres finit par mettre la main sur ce fameux chaudron magique. Et pour sauver donc l'humanité, Taram prend la triste décision de se sacrifier. Il s'apprête à sauter dans le chaudron, sauf que là, le petit Gurky l'en empêche et saute à sa place. Le sacrifice de la petite boule de poil met fin à un plan machiavélique du Seigneur des Ténèbres et son armée est déchamée. Et c'est normalement à ce moment-là qu'on chiale tous. Non, vraiment la pauvre bête toute attendrissante, ça fait mal au cœur. Et allez, je vous spoil pas le reste si certains d'entre vous ont envie de le regarder. Bob l'éponge. Bob l'éponge est une série d'animation américaine assez connue en France, comme vous le savez déjà. Elle est destinée à un très jeune public et elle met en scène Bob. Bob est une sympathique éponge carrée à forme étrangement humaine qui vit au fond des océans. Dans une maison d'ailleurs en forme d'ananas, voilà. Personne n'a rien dit sur ça, c'est assez space en vrai, avec le recul. Son meilleur ami Patrick est une étoile de mer un peu teubée. Et alors au fond de la mer, avec leurs amis, ils vivent leur best life. Mais là vous me direz pourquoi je le mets dans cet iceberg. Eh bien pour certains épisodes, pour le moins délirant. On peut retrouver des détails assez dégueux, comme par exemple un abcès plein de pus sur un pouce qui explose de manière bien sale. Ou encore la dérangeante scène où un liquide pharmaceutique est injecté à Bob par erreur et il se transforme soudainement en géant escargot. Mais parmi nos recherches, on vous en a trouvé un qui est complètement what the fuck. Dans cet épisode assez étrange, Bob et ses amis font une fête. L'un d'entre eux s'ennuie et propose de faire une autre activité, un raid de culottes. Il s'agit en fait d'une farce qui se pratiquait dans les écoles mixtes américaines entre 1940 et 1960. Les garçons devaient tout bonnement s'introduire dans les dortoirs des filles pour dérober leurs culottes. Et bien entendu, à la fin de la partie, le gagnant est celui qui a récolté le plus de trophées. Donc de culottes quoi. Et on peut comprendre quand on écoute ça que le thème n'est pas très bien passé, surtout chez les parents je pense, dans un épisode comme ça d'animé pour enfants à la base. L'idée de montrer à des enfants que voler des filles, surtout leurs culottes, dans leur logement est normal, ou du moins est drôle, on en fait un jeu, c'est pas passé du tout quoi. Car on fait passer ça là pour quelque chose de divertissant et amusant. Non, c'est pas du tout passé. Et heureusement, ça a été interdit dans certains pays. Les Simpsons. Qui ne connaît pas ici les Simpsons? Personne. C'est sûr en commentaire, personne ne me dira non, je ne connais pas, c'est qui eux? Cette célèbre série d'animation, diffusée depuis 1989, met en scène une famille qui sait nous faire rire jeune. Créée par Matt Groening, elle marque dès ses débuts
par sa critique acerbe de la société. Il s'agit d'un de ces animés qui ne s'adresse pas vraiment aux enfants là pour le coup. Les personnages possèdent tous des caractéristiques un petit peu caricaturales. Parfois ces caricatures sont profondément touchantes, voire perturbantes quant à la réalité qu'elles dénoncent, comme dans ce fameux épisode, Le Bon Triste et le Camé. Ici, c'est Lisa, la sœur cadette, qui nous intéresse. Son caractère d'intello, pour vous mettre un petit peu à jour, la fait souvent passer pour la rabat-joie du quartier. Mais dans l'épisode en question là, elle nous fait vraiment de la peine. Sa maîtresse lui demande de faire un exposé sur l'avenir de sa ville, Springfield, dans les 50 ans à venir. La petite se rend compte qu'en réalité, le réchauffement climatique menace l'avenir de la planète. Et à partir de là, elle subit un épisode dépressif extrêmement vénère, à tel point que ses parents vont devoir l'amener au docteur. Et le docteur en question lui prescrit alors explicitement des antidépresseurs. Elle se met à voir des smileys partout autour d'elle, sur les murs et même dans le ciel. Le graphisme est assez perturbant et surtout psychédélique. Évidemment, en animé, ça donne des scènes plutôt marrantes et assez colorées. Mais là, on parle quand même d'une enfant de 8 ans sous antidépresseurs. Bien glauque. Et la petite Lisa est carrément défoncée sous médoc. Pokémon. Alors cet iceberg, comme je vous l'expliquais au début, et comme je l'ai précisé peut-être, ou pas, j'ai oublié si je l'ai précisé, c'est un iceberg en fait où on y retrouve des animés et des dessins animés. Et là on s'apprête à étudier un cas particulier, le premier animé du classement. Et pour ce premier animé du classement, issu de l'animation japonaise, c'est une anecdote sur sa diffusion dont on va parler. Anecdote, certes, très connue, mais qui vaut largement sa place dans cet iceberg. Imaginez, vous êtes là, tranquille à regarder la télé, avec votre petit frère, votre neveu. Et là, il y a Pokémon qui commence à la télé. Super. Et soudain, vous voyez que le gamin est pris de convulsions. Et vous-même commencez à avoir la nausée et plusieurs vertiges. Pris de panique, vous vous rendez donc très vite aux urgences. Et là, vous vous rendez compte très vite que vous n'avez pas été le seul à avoir subi ce phénomène hyper étrange. C'est ce qui est arrivé à des centaines de téléspectateurs japonais en 1997. Face à la situation, le ministère même de la Santé convoque des experts pour discuter de la situation. Une enquête est menée donc alors auprès de la production concernant les moyens techniques de réalisation de l'épisode. Mais alors, est-ce qu'on est du coup sur un épisode maudit? Un hack international malveillant extrêmement poussé? Un essai expérimental du gouvernement sur les conséquences des animés pour les cerveaux des enfants? D'autant que l'épisode parle étrangement d'un virus informatique qui s'attaque aux humains. Rien de tout ça. L'enquête en fait révèle qu'une scène est à l'origine des malaises et crises d'épilepsie des spectateurs. Au cours de la 20e minute de l'épisode, Pikachu en fait arrête des missiles vaccins en projetant des éclairs. Et l'action provoque donc une énorme explosion de flash rouge et bleu. Cette scène combine en fait deux techniques d'animation plutôt classiques. Un flash extrêmement lumineux et l'alternance violente de couleurs. Technique très connue qui est appelée Paka Paka en Japanimation. Et pour rendre cette technique visuellement supportable, le battement de l'image doit être limité à 3 images par seconde. Mais l'épisode là de Pokémon en question atteint un battement de 10 voire 8 images par seconde. Soit donc 3 fois plus, ce qui produit un effet stroboscopique extrêmement puissant, à l'origine donc des convulsions des spectateurs. Surnommé par la presse japonaise le choc Pokémon, l'incident entraîne donc l'interruption de la série pendant 4 mois. L'épisode n'a plus jamais été rediffusé au Japon ou à l'étranger, ni même en VHS ou DVD. Bon, on peut le trouver évidemment sous format adapté, mais là il ne s'agit pas réellement de la version originale. Full Metal Alchemist. Le cri de la chimère. On se prépare à descendre le premier palier de l'iceberg. On reste toujours dans la partie visible, car Full Metal Alchemist est à la fois une œuvre grand public et pas spécialement effrayante à la base. Mais il y a un épisode particulièrement glaçant. Dans l'histoire, l'alchimiste mène des recherches sur des chimères parlantes. Et ces recherches intéressent fortement l'armée, qui le pousse à obtenir des résultats. Le gouvernement menace même le pauvre homme de lui retirer tous ses biens s'il ne continue pas ses recherches. Sous pression, le chercheur utilise alors tout ce qu'il peut pour créer ces monstres composés de plusieurs créatures. Dans son laboratoire, des dizaines de chimères. L'une d'entre elles, mi-chien, mi-humain. Son regard est infiniment triste. Ce n'est autre qu'une créature combinée à partir d'une petite fille et d'un chien. Et pas n'importe quelle petite fille, et pas n'importe quel chien. Sa propre fille et son propre chien. Et la pauvre créature souffre tellement qu'elle est achevée pour mettre fin à son calvaire. Les créatures chimériques, les expériences sur les êtres vivants et le monstrueux sacrifice d'être doué de sensibilité. Tous les critères psychologiques sont rassemblés pour vous faire frémir. Immersion en surface. Là, ça reste mignon, mais un peu cringe, vous verrez. Et pourtant, on est encore au sec. Mais plus pour longtemps, on s'immerge dans l'eau. Pour ce premier palier, on reste encore à la surface. Et vous avez encore le temps d'aller reprendre un peu d'air. Les animés que je vous propose ici commencent petit à petit à sombrer dans les délires what the fuck ou vers des thèmes très lugubres. Ils sont, pour la plupart, un peu moins connus et restent quand même assez mignons. Et certains d'entre vous les connaissent probablement. Onara Goro. À ma connaissance, le personnage d'Onara Goro est unique en son genre. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un P. Un P qui parle. Voilà. Et alors, il faut dire que les illustrations sont dignes de l'idée en elles-mêmes. Mais attention, il ne s'agit pas là de n'importe quel P.
Non, là, c'est Goro, le plus adorable d'épée. Il vous aide à traverser des difficultés et à résoudre les problèmes du quotidien. Vous avez un problème? Pétez. Et alors quand vous avez pété, il surgit aussitôt pour vous donner des conseils. Il y a tout de même 13 épisodes à cette série de Japanimation. Je trouvais que cette Japanimation, réalisée par Taguchi Takashi en 2016, valait le coup d'être mentionnée. Je trouvais ça assez drôle et un petit peu deep. Unko-san. Est-ce que le P qui parle vous a fait rire? Je l'espère. Alors je pense que vous allez aimer celui-ci. On pousse le délire là un petit peu plus loin. Unko-san est une série animée japonaise réalisée par Sakota Lia en 2009. Sur une île assez étrange vit une communauté de fées étrons, et tous les habitants de l'île ont leurs particularités régionales et personnelles. En dehors de ces fées qui sont des crottes, les seuls autres personnages sont des animaux un peu bruts. L'une de ces crottes, Unko-san, a la capacité de porter chance aux autres. Et cette crotte peut même vous aider à résoudre tous vos soucis. Vous avez un problème d'argent? Unko-san, ne vous inquiétez pas, est là pour vous. Vous avez peut-être des soucis de santé? Unko-san, dans cette situation-là aussi, vous aidera, vous inquiétez pas. Toujours dans le genre un peu mignon mais franchement absurde, mais là vous allez me dire c'est quoi la particularité de cet animé qui lui vaut d'être dans le classement. L'adaptation du manga de Sakota Lia, Bo, paru en 2001 et 2005. Son prénom est hyper chelou et j'espère que j'ai pas oublié un seul beau, sinon ça va me rendre complètement fou au montage. Eh bien c'est les poils de moustache du personnage principal, mais aussi son synopsis complètement délirant. Bo est protecteur des cheveux. Il se bat contre un empire qui s'appelle Chauve qui peut. L'empereur Cranebeuf, 4e du nom, veut forcer l'humanité à être chauve à son image. Non, je n'invente rien. Bo, dont le père était un cheveu, ne peut pas se laisser faire. Il compte bien faire régner la paix dans le monde. Mais heureusement pour lui, il détient la connaissance d'une technique secrète, l'art ancestral des poils de nez. Je déconne pas, ces poils de nez sont des armes redoutables qu'il utilise pour lutter contre des brigades de l'Empire. En outre attaque, la technique du poil fatal et la technique de la furie des poils de nez. Eh non, je suis sérieux en disant ça, complètement sérieux. Et dans l'animé, il a aussi le pouvoir là de parler aux cheveux. Vincent. Alors celui-ci, c'est Fleur Noire, ma scripteuse, qui m'en a parlé quand on a bossé ensemble sur la vidéo. Les plus grands fans de Tim Burton connaissent sûrement Vincent, réalisé en 1982. On apprécie fortement ce bijou de l'animation, hyper connu, mais avouons là qu'on commence de plus en plus à plonger dans les méandres de l'esprit humain. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'histoire? Eh bien c'est celle d'un garçon de 7 ans qui s'appelle Vincent. Et ses modèles sont deux figures incontournables de l'horreur, le poète Edgar Allan Poe et l'acteur Vincent Price. Le petit Vincent est pour le moins torturé. Il passe son temps enfermé dans sa chambre où il s'imagine une vie. Et il passe la plupart de son temps au calme à fumer des clopes. Bienvenue dans les années 80. Il rêve de mener lui seul des expériences scientifiques qui l'amèneraient à créer des monstres et des créatures chimériques. Il s'imagine aussi entretenir un amour tragique avec une défunte. L'imagination de ce petit, comme vous le voyez, l'emmène dans un délire complètement psychotique où il n'arrive plus du tout à distinguer la réalité de son imagination à lui. L'esthétique gothique est en revanche une vraie pépite. Le fond tragique aborde les thèmes de la solitude infantile et de la mélancolie profonde, et même parfois de la folie. Et en VO, Vincent Price lui-même est le narrateur. Sa voix off sublime l'ensemble du court-métrage qui reste trop peu connu à notre goût. Pour l'anecdote, il a été diffusé en France en bonus sur la VHS de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Me dites pas non, on a tous déjà vu ce film en classe. Ce long métrage d'animation réalisé par Henri Selick est sorti en 1993. Et comme le hasard fait bien les choses, on ne devrait pas tarder trop longtemps à parler d'une autre œuvre de ce réalisateur. En attendant, si vous aimez les petites pépites comme ça pas très connues de Tim Burton, je vous conseille fortement ses poèmes publiés sous le titre La triste fin du petit enfant huître, The Sandman. En faisant nos petites recherches, voilà pour préparer la vidéo, on a découvert ce court-métrage d'animation. Et franchement, c'est une petite perle qui gagne sa place dans le classement. Réalisé par Paul Berry en 1991, un peu sur la même ligne que Vincent, il est aussi mignon que glaçant. Le réalisateur britannique a d'ailleurs lui aussi travaillé sur L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et également pour les connaisseurs, James et la pêche géante. Sandman est inspiré d'une légende, celle de l'homme au sable. Le court-métrage est muet, il n'y a aucun dialogue et aucune parole, ce qui rend l'ambiance particulièrement lourde. L'histoire est celle d'un petit garçon qui va se coucher. Et là, une étrange créature se met silencieusement à le poursuivre. On ne sait pas trop ce qu'elle veut à ce petit gars qui dort maintenant paisiblement. La créature est à la fois belle, intrigante et surtout dérangeante. Elle est comme hypnotisante. Même l'ambiance sonore est terriblement pesante. La façon dont bouge le Sandman dans la chambre est particulièrement effrayante. Il rôde autour du lit et tourne autour de l'enfant. Puis il lui jette du sable et je vous invite à regarder la suite de l'œuvre qui ne dure même pas 10 minutes. Je vous ai mis évidemment le lien en description. Coraline.
J'espère que tout le monde a retenu ici le nom d'Henry Selick, le réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Car c'est d'un autre long métrage de lui qu'on va aborder aujourd'hui, un peu beaucoup moins connu que le précédent. Laissez-moi vous présenter Coraline. Coraline est une petite fille qui emménage avec ses parents dans un logement où résident plusieurs colocataires. Délaissée par ses parents qui travaillent beaucoup, la petite s'ennuie immédiatement dans son environnement. Et en explorant la maison, elle finit par découvrir une porte qui conduit sur une autre dimension. Une dimension où sa vie est à l'exact opposé de ce qu'elle est en réalité. Tous les gens qu'elle connaît sont présents, ses parents, les nouveaux voisins et même les animaux de compagnie. Et ils sont tous similaires à la réalité, si ce n'est les 2 gros boutons de couture qui sont à la place de leurs yeux. Mais dans cette vie-là, les parents de Coraline s'occupent d'elle au moins. Alors, elle se met à passer de plus en plus de temps avec sa famille parallèle. Logique, elle est beaucoup mieux là. Et un jour, ses parents, en signe d'adoption définitive, ils lui proposent de lui coudre aussi 2 boutons à la place des yeux. Mais la petite, comme on l'aurait tous fait à sa place, prend évidemment peur, et elle s'enfuit en retournant chez elle, dans la réalité cette fois-ci. Et quand elle se réveille, le jour suivant, elle n'est pas dans sa vraie chambre. Ce sont, oui, bel et bien ses parents alternatifs, ceux avec les boutons à la place des yeux, qui l'ont ramenée dans le monde parallèle. Elle tente de s'enfuir, de rejoindre la réalité, mais elle se fait prendre très vite par ses autres parents. Et en guise de punition, sa mère diabolique la jette dans un miroir magique. Et ici, elle y rencontre 3 fantômes d'enfants qui lui apprennent toute la vérité. La fausse mère de Coraline est en réalité une sorcière qui piège les enfants. S'ils acceptent de se laisser coudre des boutons à la place des yeux, alors elle dévore leur vie avant d'en enfermer leurs souvenirs dans le miroir magique. En plus d'un synopsis assez lugubre, on retrouve cette esthétique si particulière à Henry Selick qui fait de Coraline un long métrage un peu perturbant. L'animation est très spéciale, très sombre, assez dérangeante, mais bon, ça colle parfaitement au thème du créateur, il a respecté sa ligne éditoriale. En revanche, je trouve ça extrêmement glauque. En tout cas, moi je me souviens quand j'étais petit que quand j'avais vu Coraline pour la première fois à l'école, j'étais extrêmement gêné, comme L'étrange Noël de Monsieur Jack par exemple, de voir ces animations en stop motion hyper désarticulées, hyper étranges, et même les boutons dans les yeux, ça m'avait vraiment horrifié. Sans parler de tous les détails cachés que j'ai appris sur la série Coraline en regardant les petites vidéos YouTube. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse qu'on parle ensemble sur YouTube? J'aimerais bien le faire en vrai. De tous les détails cachés et mystérieux qu'on peut retrouver dans la série Coraline, c'est hyper intéressant. Je vous invite à me dire ça en commentaire si ça vous intéresse. Parasite. Cette référence fait partie de celles dont les synopsis font froid dans le dos. Parasite est l'adaptation d'un manga d'Hitoshi Iwaki publié de 1988 à 1994. Une nuit, des sphères de la taille de balles de tennis qui contiennent des créatures à l'apparence de serpents tombent sur le monde. Ces parasites sont programmés pour prendre l'apparence des cerveaux humains en s'introduisant par les orifices naturels, les oreilles, le nez et la bouche. En dormant, Shinichi a gardé ses écouteurs, ce qui empêche un parasite de s'introduire. Le parasite essaie de pénétrer par le nez, mais Shinichi se réveille en sursaut et l'empêche d'atteindre son but. Se débattant contre cet étrange envahisseur, le jeune homme se blesse à la main droite. Le parasite pénètre sous sa peau par la blessure et commence son ascension vers son objectif ultime, le cerveau. Le jeune homme alors attrape ses écouteurs et enroule le fil autour de son bras. Il tente de faire en fait un garrot pour empêcher l'intrus de remonter et accéder à son cerveau. Ne pouvant quitter son bras, le parasite fusionne finalement avec sa main droite. Pendant ce temps, d'autres parasites ont eux réussi à prendre possession du cerveau de leur hôte. Mais Shinichi, lui, est maintenant condamné à cohabiter avec son parasite. Celle-ci prend la forme d'une main mutante un peu effrayante, avec une bouche au milieu des yeux et au bout des doigts. Pour être honnête, l'idée d'une invasion de parasites extraterrestres qui pénètrent comme ça par les orifices me dégoûte au plus haut point. Et pourtant, préparez-vous car la descente vers le palier des premières profondeurs est imminente. 3, 2, 1. Nous sommes arrivés dans les premières profondeurs. Là, c'était vraiment très tranquille. On était vraiment sur des choses un petit peu dérangeantes visuellement ou dans des synopsis dédiés aux enfants un petit peu glauques. Mais voilà, c'était juste ça, c'est hyper chill on va dire pour le moment. Maintenant, on va commencer à aller vers des trucs beaucoup plus hardcore. On va aller dans des délires hyper particuliers, des violences psychologiques, mais même parfois physiques, mais aussi de l'érotisme, hyper bizarre. Je vous préviens, on va clairement arriver à des profondeurs obscures. Certains thèmes vont devenir assez récurrents, voire omniprésents. Des thèmes qui risquent de vous plonger progressivement dans les abysses. Makura no Danchi. Makura no Danchi se traduit par le garçon oreiller. Et le titre est assez explicite car la série propose aux spectateurs de s'endormir chaque soir avec l'un des 12 garçons oreillers. Attendez, vous allez me dire, quoi? Qu'est-ce que tu dis Léo? Qu'est-ce que tu racontes là? Un garçon qui reste tout bonnement toute la journée chez vous pendant que vous êtes au boulot, allongé dans votre lit. Et chacun d'entre eux, les 12 garçons, ont des personnalités assez différentes.
Cette série d'animation de 2015 pourrait presque faire penser à de l'ASMR. Chaque épisode met en scène un personnage qui vous parle d'une façon douce pour vous aider à vous endormir. 4 minutes pendant lesquelles un bichonen, soit un beau jeune homme, vous traite en douceur. Bon, l'animation est presque inexistante et elle est constituée majoritairement de plans fixes qui servent à mettre en valeur le personnage masculin. Et l'un d'entre eux, Mary, essaye de vous masser les fesses quand vous vous couchez le soir. Et je ne vous dis pas les dérives qu'on peut envisager autour de cette idée hyper chelou. Blood Sea. Sorti en 2001 du même studio d'animation que l'Attaque des Titans, l'ambiance de cette série d'animation japonaise y est un peu similaire. Blood Sea nous propose de suivre les aventures d'une étudiante chargée de vaincre des monstres qui se nourrissent de sang. Et la journée, Saya est une lycéenne tout à fait banale. Mais la nuit, personne n'est au courant, elle et son père combattent les monstres pour protéger le village. Ces monstres, les Elder Bairns, traquent les humains pour se nourrir de leur sang. Les combats y sont extrêmement féroces. Et au cours des frottements, Saya perd de nombreux proches auxquels elle tient, victime des Elder Bairns. Progressivement, c'est la réalité entière qui vacille quand elle découvre une vérité sur elle-même. Une vérité assez dérangeante qui remet en question sa mission et même son identité. Un synopsis pour le moins intriguant. En plus de la violence sanglante, le choix stylistique et les thèmes abordés par la série ont entraîné sa censure carrément au Japon. Sans parler de la scène où tout bonnement un des personnages, qui s'appelle Néné, est éclaté par les jambes jusqu'à être déchiré en deux. Serial Experiment Lane. Serial Experiment Lane, créée et produite par Yasuyuki Ueda, n'est pas un animé particulièrement gore ni même très horrifique. Ce qui le rend assez terrifiant, c'est les concepts et les visions du monde perturbants qu'il explore. Si perturbants d'ailleurs que les fans se sont même montrés hyper obsédés par les théories autour de cette série. Datée de 1998, elle porte sur des thèmes très actuels comme la réalité virtuelle, l'isolement et la folie. Lane Iwakura, l'héroïne, est une préadolescente timide, solitaire et très mal dans sa peau. À la suite du suicide de l'une de ses camarades de classe, elle se découvre une passion pour l'informatique, plus précisément pour le WeRed, une sorte d'évolution d'Internet. Et un jour, elle reçoit un mail assez étrange. Un mail dont l'expéditeur est improbable. C'est sa camarade récemment décédée qui vient de lui envoyer un mail. Et celle-ci lui explique qu'en réalité, seul son corps a cessé de vivre, mais son âme vit maintenant dans le WeRed. Lane s'immerge donc dans ce monde électronique jusqu'à s'y perdre, et sombre dans une cyberpsychose. Cet animé psychologiquement perturbant plonge les spectateurs dans une situation où la frontière entre le réel et le virtuel est floue. L'atmosphère y est pour le moins inquiétante et les scènes sont parfois hallucinantes, et elles créent comme une sensation de malaise permanent. Les images pleines de distorsions sont parfois assez désagréables à regarder. En explorant les frontières de la réalité et de l'esprit humain, il aborde des sujets philosophiques qui le rendent totalement déstabilisant. Il est même, dites-vous, censuré ou au moins non diffusé dans certains pays. Shiorui. Une référence là qui n'a pas de culture entre les lignes, pas de concept particulier, pas d'univers philosophique parallèle. Shigori est juste un animé de samouraï extrêmement violent et graphique, adapté du manga de Takayuki Yamaguchi, paru de 2003 à 2006. L'histoire commence en 1629 à Shizuoka, sous le règne de Tokugawa Tadanaga. Un tournoi est organisé où les participants doivent combattre avec de véritables sabres japonais en acier plutôt qu'avec des sabres en bois. Et Shiguri est réputé pour être très violent. L'anime dépeint des combats samouraïs dans lesquels personnages sont gravement blessés et certaines scènes sont même difficiles à regarder en raison de leur brutalité énorme, avec des scènes de découpe de membres et de mutilations physiques. Fooly Cooly LFCL. On reste dans les animés de quête et d'aventure avec la série de Japanimation FLCL écrite par Yoji Enokido, diffusée en 2000-2001. Naota Nadaba, un garçon de 12 ans de la classe ouvrière, vit avec son père veuf et son grand-père. La vie de Naota est interrompue lorsqu'il est renversé par la conductrice d'un Vespa, Haruko Haruhara. Il est en état de mort, mais elle le ressuscite, avant de lui mettre un gros coup de basse sur le crâne. La bosse causée par le choc grandit et grandit encore jusqu'à exploser, créant un portail par lequel surgissent des robots géants. Oui, qui sortent bel et bien du crâne de Naota. Ces robots sont le produit d'une société connue sous le nom de Medical Mechanica. Et ce n'est pas tout. En plus du portail humain pour robots, on trouve une sombre histoire d'extraterrestres. Akuro, la chauffarde à Vespa, dit être une enquêteuse de la confrérie spatiale galactique. Alors qu'en réalité, elle élabore en secret un plan machiavélique qui met l'humanité en danger. Comme vous le voyez, le style graphique est assez confus et volontairement absurde. Et pour cause d'ailleurs, Fooly Cooly est une expression qui signifie rendre fou. Cet animé, pour ceux qui l'auraient peut-être compris, en fait, il représente en réalité le passage à l'âge adulte. Lorsqu'on est adolescent, il faut le reconnaître, on est souvent en colère contre le monde entier.
monde qui paraît injuste et violent. On se sent largement incompris et on subit beaucoup de pulsions qu'il faut apprendre à contrôler. Et l'histoire improbable de FLCL symbolise finalement cette transformation qui s'opère à l'adolescence. Et je trouvais ça plutôt cool de vous la partager. Bokusatsu Tenchi Dokuro-chan. A l'origine, Bokusatsu Tenchi Dokuro-chan est une série de romans destinés à un public jeune, écrite par Masaki Okayu et illustrée par Torishimo. Il est adapté d'abord en manga, puis en 2005 en animé. L'année de ma naissance d'ailleurs, on s'en fout complètement. Elle raconte l'histoire de Sakura Kasakabe, un lycéen ordinaire. Mais il est destiné, dans le futur, à créer une technologie criminelle qui empêche les filles de grandir au-delà de 12 ans. Déjà, on peut voir qu'il y a un synopsis un petit peu chelou. Dokuro Mitsuke, un ange membre d'une organisation d'assassins venu tout droit du futur, est envoyé alors pour le tuer. Mais elle décide finalement de l'épargner. À la place, elle opte pour l'empêcher d'accomplir son destin. Et pour ça, elle lui rend la vie insupportable. Similaire à n'importe quelle jeune fille, il ne faut tout de même pas l'énerver. Elle porte sur elle une arme qui lui permet d'assassiner tout ce qui ose la contrarier. Mais comme elle a le pouvoir de ressusciter les morts et elle a un bon fond, elle fait toujours revenir à la vie. Sakura n'échappe pas pourtant aux crises de cet ange assassin. Comme il est d'un naturel assez pervers, il se met très souvent dans des situations difficiles avec les filles, dont Dokuro. Sauf qu'il lui assène un grand coup de gourdin à chaque fois qu'il se montre indélicat. Bien sûr, à chaque fois elle le ressuscite avec les mots magiques Piru Piru, Piru Piru, Piru Piru Pi. Puis directement l'assomme à nouveau dès que l'occasion se présente. Le gars se fait donc régulièrement descendre dans des scènes assez explicites. Backstreet Girls. Des membres de Yakuza déçoivent leur patron. Pour les punir alors, il leur laisse le choix. Soit ils séparent entre eux-mêmes ce que l'on nomme Hara-Kiri, ce qui permettra à leur patron donc de vendre leurs organes. C'est la première solution. Deuxième option, ils peuvent faire aussi une transition de genre pour devenir des idoles. Kentaro, Ryo et Kazu choisissent alors de devenir Shika, Maru et Eri, les Goku Dolls. Voici le pitch assez délirant de cet animé adapté après en manga de Jasmine Guiyu, publié de 2015 à 2018. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Yakuza, ce sont des membres de la mafia japonaise. On a donc 3 mafieux là qui doivent de la thune à leur patron, et qui sont oui bel et bien contraints de se transformer en femmes dans le but de former un girls band pour éponger leurs dettes. C'est extrêmement drôle parce qu'en réalité les Yakuza sont parmi les criminels les plus dangereux. Ils gouvernent le Japon dans l'ombre et possèdent probablement les plus grosses puissances économiques du pays. Alors comme ça entre nous ça nous fait probablement marrer, mais remplacer les Yakuza par n'importe quel autre groupe criminel qui vous fait assez peur, ça devient tout de suite beaucoup moins drôle, hein, n'est-ce pas? Quoique... Les profondeurs. Nous sommes arrivés dans les profondeurs. Il y aura de l'extrême physique ou psychologique, beaucoup de sujets en rapport avec le sexe et le suicide. Cette fois-ci, il n'y a plus de marche arrière possible pour vous. Avec les paliers de décompression, ça nous prendrait beaucoup trop de temps de remonter pour ceux qui souhaiteraient retourner à la surface. Progressivement, sans même s'en rendre compte, on est au seuil là des profondeurs. Baigné d'extrême violence psychologique, physique et de sexualité, ce n'est pourtant que l'avant-dernier arrêt avant de sombrer dans le néant. Another. Another est adapté d'un manga d'horreur du mangaka Yukito Ayatsuji. Publié en 2009, le succès du manga entraîne rapidement son adaptation en animé. L'histoire se déroule en 1972. Un incendie ravage l'établissement scolaire de la ville de Yomiyama. Et malheureusement, une élève de la classe de 3e y laisse sa vie. Studieuse et sportive, Mei était admirée de tous ses camarades et des enseignants. Tout le monde éprouve une grande peine à son décès. Une si grande peine qu'ils font comme si elle était toujours parmi eux jusqu'à la fin de la classe de terminale. Mais la classe 3-3 du collège de la ville est désormais maudite. Depuis, et ce chaque année, un mort revient hanter la classe. Et il ne s'agit pas d'un zombie ni même d'un fantôme, seulement d'un élève comme un autre trépassé l'année précédente. Il n'a malheureusement pas conscience d'être décédé et vient juste suivre les cours auxquels il est inscrit. Mais les enseignants l'ont sur la liste d'appel. Un élève normal en somme qui interagit avec ses camarades. Mais à cause de cet élève supplémentaire, la classe accueille un élève de trop chaque année, ce qui déclenche la malédiction de la 3e 3 et précipite la mort de plusieurs élèves. On ne sait jamais à l'avance qui va mourir. En 1998, soit 26 ans après le drame de l'incendie, un garçon nommé Koichi Sakakibara intègre la classe de 3e 3. L'atmosphère y est de plus en plus pesante et mystérieuse avec tous ces élèves apeurés. Et tous les élèves semblent ignorer une camarade prénommée Mei Misaki.
Mais Kochi, lui, l'a bien remarqué. Elle l'intrigue particulièrement avec son bandeau qui cache un de ses yeux. En plus, elle porte le même prénom que l'élève décédé en 1972. Serait-ce le fantôme alors de la jeune Mei qui hante la classe cette année? L'ambiance de cet animé, je la trouve juste géniale et une fois, elle est digne d'un véritable film dans lequel on enquête tous ensemble pour savoir qui est le mort. Mais j'aimerais faire un petit focus sur une scène en particulier. Elle concerne le professeur principal de la classe de 3ème 3, un certain Monsieur Kubodera. Cet homme assez confiant et calme a pour habitude d'encourager ses élèves. Il les sensibilise à lutter contre la malédiction pour qu'ils réussissent tous ensemble à survivre et à finir leur année. Mais malheureusement, à force de voir chaque année la malédiction prendre ses élèves, qu'il aime pourtant tant, il finit par perdre totalement la raison. Suite à un énième échec contre la malédiction qui conduit à la mort supplémentaire d'un élève, il craque complètement. Un matin, il se présente à la classe avec un grand sac dont il sort un grand couteau de cuisine. Il se met à crier, puis à agiter le couteau dans les airs pour finir par le mettre contre son cou. Il se poignarde avec une première fois. Il crache ensuite de ça une mare de sang qui tombe sur des élèves du premier rang. Puis, il finit par se poignarder à nouveau plus profondément cette fois et finit par s'effondrer sur le sol. Il fait ça devant la classe qui est évidemment horrifiée et aspergée de sang. Cet événement horrible, tous les élèves se mettent à quitter la salle en hurlant. Et seuls quelques élèves restent immobiles, complètement en état de choc, tandis que Kochi et Mei observent le cadavre. T'arrives au lycée, t'as même pas eu le temps encore de boire ton petit café du matin et tes chocs à pic, ou de ranger tes écouteurs, que là, tu vois ça. Corpse Party. On varie un peu maintenant avec une adaptation non pas d'un manga mais d'un jeu vidéo d'horreur. Corpse Party, sorti en 2013, est un jeu d'animé d'horreur psychologique qui mêle violence graphique et torture psychologique. On y retrouve de la torture, des meurtres rituels et des scènes de mutilation et d'hémorragie. Tout ça dans un style graphique bien gore. L'histoire suit un groupe d'étudiants transportés dans une dimension parallèle lors d'un tremblement de terre. Ils se trouvent coincés dans une version alternative de leur école où errent des esprits vengeurs et des âmes torturées. Ensemble, ils vont tenter de s'échapper à tout prix de cet endroit et de survivre à une série de meurtres horribles et de tortures psychologiques. En raison des scènes sanglantes et des thèmes de souffrance, l'anime a été censuré et interdit dans plusieurs pays. Les scènes de mutilation et de violence extrême sont souvent jugées trop graphiques et très perturbantes pour certains publics. School Days. Une autre référence adaptée d'un jeu vidéo, School Days, paru en 2007. En dépit de ses débuts de comédie romantique, School Days est un anime qui prend rapidement une tournure sombre et très violente. Makoto Ito, un lycéen de première année, vit avec sa mère divorcée. Il est attiré par Kotonoha Katsura, une camarade d'une classe qui prend le même train que lui pour se rendre au lycée. Et après un changement de plan de classe, il sympathise avec Sekai, une fille optimiste qui va l'aider à nouer une relation avec Kotonoha. Mais très vite, un trio se forme et entraîne les personnages plus loin qu'ils ne l'auraient imaginé. L'histoire alors de ce triangle amoureux se termine de façon extrêmement violente. Aussi gore dans le graphisme que certaines références de ce classement, il est psychologiquement perturbant. Trahison, violence, meurtre, les scènes finales sont choquantes avec un meurtre brutal et un dénouement hyper sanglant. Elfen Lied. Elfen Lied est un manga de Lin Okamoto paru de 2000 à 2005. Il raconte l'histoire de Lucy. Lucy est un Diclonius, une génération spontanée de mutants gardés dans un laboratoire haute sécurité. Des expériences alors scientifiques sont réalisées sur ces êtres surhumains qui ont muté sans raison à partir de l'espèce humaine. Après un accident, la jeune Lucy parvient à s'échapper et tue sauvagement toute personne qui tente de l'en empêcher. Désarmée et nue, à l'exception d'un casque en métal qui cache son visage, elle réussit à sortir de l'enceinte. Mais malheureusement, une fois à l'extérieur du bâtiment, un sniper l'atteint en pleine tête. Son corps tombe du haut d'une falaise dans l'océan. Le lendemain, Kuta, qui revient emménager à Kamukura, d'où il est originaire, donne rendez-vous à sa cousine. Ils ne se sont pas vus depuis longtemps et décident de se retrouver sur la plage pour y jouer lorsqu'ils étaient enfants. Là-bas, il rencontre une jeune fille mystérieuse qui semble avoir perdu la mémoire. Elle ne sait prononcer qu'un seul mot, Nihu. Il la surnomme donc Nihu, et puisqu'ils ne savent pas où elle habite, Kuta et Yuka l'emmènent chez eux. Mais depuis l'évasion au centre de recherche, l'armée a reçu l'ordre de traquer et éliminer la jeune fugitive qui n'est autre que la mystérieuse Nihu. Elfen Lied est destiné à un public adulte car il présente de nombreuses scènes de nu. Il présente aussi des scènes gore, de violence physique et aussi psychologiques. Les scènes sont extrêmement violentes avec des décapitations, des membres arrachés et des actes de cruauté extrêmement choquants. Mais au fond, il aborde les thèmes de la souffrance humaine, la vengeance, l'isolement social et la déshumanisation.
Sur la page d'ailleurs officielle de Elfenfield, le réalisateur Mamoru Kambi s'exprime sur ses choix artistiques. Il dit avoir eu l'intention de mener une réflexion sur la tendance des êtres humains à la discrimination, la division et l'exclusion. L'affrontement entre les Diglonus et les êtres humains représente en fait le concept de génocide et la pureté des races. De quoi faire finalement assez réfléchir. Mawaru Penguin Drum. Mawaru Penguin Drum est une série d'animation japonaise diffusée en 2011. Elle raconte l'histoire de la petite Himari et ses deux frères Kamba et Choma. Ils vivent tous les trois dans une modeste maison avec très peu de moyens. Et malgré les apparences, leur vie n'est pas si paisible que ça. Himari est atteinte d'une maladie mortelle, un cancer du cerveau. Et d'après le médecin, il ne lui reste à peine que quelques mois à vivre. Les deux frères, face au destin tragique de leur petite sœur, font alors tout pour la rendre heureuse durant ces derniers instants. Ils l'emmènent à l'aquarium et voir aussi les pingouins. Et alors que Choma achète un cadeau à Himari, celle-ci disparaît de leur surveillance. Et quand il la retrouve, elle est allongée inconsciente sur le sol. Immédiatement conduite à l'hôpital, elle y décède malheureusement rapidement. Les deux frères sont complètement sous le choc et restent près du corps de Himari et commencent à se disputer. C'est alors qu'un miracle a lieu. En tout cas ce qui ressemble à un miracle. Une mystérieuse entité surgit du chapeau d'Himari et propose un marché à Kamba et Choma. S'ils retrouvent un objet nommé Penguin Drum, accompagné par 3 pingouins pour les aider, alors elle ressuscitera la petite Himari. Évidemment, ils acceptent. Himari revient à la vie, mais c'est en réalité l'entité qui prend possession de son corps. Les frères doivent alors découvrir ses réelles motivations s'ils veulent retrouver leur petite sœur. Si on a tenu à mettre cette référence avec ma scripteuse, dans cette partie même de l'iceberg, c'est que le délire, vous le verrez, est extrêmement lourd si vous regardez l'anime. On parle quand même d'une enfant atteinte d'un cancer du cerveau qui décède avant d'être ressuscitée et possédée par une entité. C'est pour ça que j'avais décliné le mot lourd. Hellsing Ultimate. Cette référence est une adaptation d'un manga de Kota Hirano paru de 1997 à 2008. L'intrigue de Hellsing Ultimate se déroule à Londres. Des hordes de vampires envahissent les rues et sèment la terreur. Mais ce ne sont là pas n'importe quels vampires. Ils ont été envoyés par l'organisation du Troisième Reich dont le but est de poursuivre la Seconde Guerre mondiale. Pour lutter alors contre ces meurtres, une organisation familiale et gouvernementale s'est mise en place, l'organisation Hellsing. Sa mission est la suivante, c'est d'éliminer tout simplement les monstruosités qui menacent la sécurité du Royaume-Uni. Dans la rue alors de Londres, ses membres traquent les créatures nazies. Déjà, voilà, l'intrigue est un peu what the fuck, mais Hellsing remporte surtout son titre en raison de son caractère plutôt violent, voire très violent en fait. Meurtre, combat sans merci, torture, viol. Ouais, il y a un peu de tout en fait. Finalement, toutes les formes de violence physique se retrouvent dans cet animé. Ténèbres abyssales, viol, pornographie, profanation. La seule bonne nouvelle là que j'ai pour vous, c'est qu'on accède au dernier palier enfin. Le palier le plus profond, le plus effrayant, mais le dernier. C'est promis, la remontée est proche. La jeune fille aux camélias. Cet animé est basé sur le manga de Shuhiro Maruo paru en 1984 et un des plus célèbres du genre. Il est l'un des animés le plus banni dans le monde avec ses thèmes de dégradation et l'exploitation du corps humain et du sadisme. Mais pourtant il se présente comme une fable allégorique. Midori est une jeune femme qui vit avec sa mère, malade et alitée. Son père les a abandonnés. Pour joindre les deux bouts, elle abandonne alors l'école et commence à vendre des fleurs de camélia en ville. Et un jour, elle rencontre un homme qui lui dit que si elle a des ennuis, elle peut venir lui rendre visite. Elle prend l'info, elle rentre chez elle. Et Midori, en rentrant justement chez elle, elle retrouve sa mère morte et dévorée par les rats. Désormais alors orpheline, elle part à la recherche de l'homme qui lui a promis de l'aider. L'adresse qu'il lui a donnée se révèle être celle d'un cirque de monstres, le Red Cat Circus. L'homme force Midori à y travailler comme servante pour des artistes défigurés qui abusent d'elle. Abus, exploitation, action. La malheureuse enfant traverse les épreuves les plus atroces, des tortures physiques, mentales, des viols réguliers. Elle vit un véritable enfer. Elle rêve de s'échapper. Malheureusement, comme elle n'a nulle part où aller, elle se décourage. Dans sa solitude, elle se lie un jour d'amitié avec une meute de chiots. Mais une des rivales de Midori massacre les petits chiens en les fracassant au sol. La scène est absolument longue et insoutenable à regarder. Les petits cadavres sont ensuite cuisinés et mangés sous les pleurs de Midori et des rires des autres membres du groupe. Progressivement, le Red Cat Circus commence à perdre beaucoup d'argent. Le propriétaire alors décide d'engager un certain Masamitsu en espérant qu'il fasse des recettes. Cet homme âgé atteint de nanisme pratique la magie occidentale, soit la sorcellerie. Il s'attache alors immédiatement à Midori qui devient à la fois son assistante et sa maîtresse. Alors si ça vous a échappé, Midori est une enfant. Et lui un homme adulte d'un certain âge, au moins 40 ans.
il a au moins 40 balais quoi. Le spectacle de Masamitsu devient un succès monumental. Mais progressivement, sa relation avec Midori devient autoritaire et abusive. Un jour, Arashi, le gérant, s'enfuit avec l'argent du cirque et laisse les artistes livrés à eux-mêmes. Midori et Masamitsu quittent alors les membres de la troupe et prennent la route. Lors d'une pause, Masamitsu demande à Midori de l'attendre à un arrêt de bus pendant qu'il achète de la nourriture. Et sur son chemin, il est poignardé à mort par un voleur. Midori essaye de retrouver Masamitsu, croyant qu'il l'a abandonné. Et là, elle commence alors à avoir plein d'hallucinations. Elle voit ses anciens camarades et bourreaux qui se moquent d'elle. Seule et complètement désespérée, elle fond en larmes. Et l'histoire se termine là. L'animation est complètement choquante avec des scènes de violence graphique, de sadisme, de machisme et de cannibalisme aussi. Pauvre petit chien. L'animation est extrêmement choquante, il est interdit évidemment dans certains pays à cause de son contenu extrêmement violent. Lors de la première diffusion publique organisée par le réalisateur, les bobines du film ont même été saisies par la police japonaise, dites-vous. On déconseille alors cette ref aux plus sensibles d'entre vous, même si le message quand même est assez puissant derrière tout l'horreur. En réalité, on peut y lire comment le harcèlement, les agressions et les traumatismes psychologiques peuvent détruire vraiment, même la plus innocente des créatures. Nisemonogatari. Là, on va s'attaquer à un type de roman japonais destiné à des jeunes adultes. Un truc assez différent finalement des mangas. Écrit par Nishio Ichin et illustré par un taïwanais Wofan, il est édité à partir de 2009. La série tourne autour de Koyomi Araragi. Lycéen en classe terminale, il a survécu à l'attaque d'un vampire. Mais à cause de la morsure, il a conservé d'incroyables capacités, comme celle par exemple de guérir son corps et de soigner des organes et blessures avec son propre sang, même les blessures les plus graves et peu importe la cause. Il peut également, dites-vous, venir en aide aux autres et les soigner. Ça marche pas que pour lui. Jusque là, tout va à peu près bien. Le synopsis paraît plutôt cool. Mais si Nisemonogatari trouve sa place ici, vous en doutez bien, c'est parce qu'il cache un côté vraiment sombre. Ce n'est pas du tout en raison de son intrigue assez surnaturelle, pas du tout. Dans l'épisode 8, on peut y voir une scène devenue tristement célèbre. Une scène de brossage de dents, tout à fait classique entre frères et sœurs, mais non, pas du tout classique en fait, parce qu'elle finit incestueuse. Le mec fantasme littéralement sur sa propre sœur dans une scène carrément explicite. Berserk. Berserk est à l'origine une série de mangas écrite et dessinée par Kentaro Miura, publiée dès 1989. Adaptée en série d'animation à partir de 1997, son intrigue et son esthétique sont inspirées de l'Europe médiévale. Elle est très connue par les amateurs du genre pour ses scènes extrêmement gore et violentes. Son histoire est centrée sur les personnages de Guts, un mercenaire solitaire, le chef d'un groupe de mercenaires, qui est né sous le cadavre perdu de sa mère. Sympa. Il est recueilli par Sis, la femme du chef d'un groupe de mercenaires. Ce père adoptif, Gambino, se montre abusif et l'élève en soldat impitoyable. Il le transforme en vraie arme de guerre. Et un jour, alors que Gambino est complètement ivre, il s'en prend à lui et Guts est forcé de le tuer pour se défendre. Ce meurtre le condamne alors à fuir son groupe de mercenaires. Soldat de fortune auprès d'autres groupes, sa réputation est redoutable. Il attire même l'attention de Griffith, chef très charismatique d'un groupe connu sous le nom de Troupe du Faucon. Et Griffith force alors Guts à rejoindre le groupe après l'avoir vaincu au combat. Guts devient alors son meilleur combattant à Griffith, mais aussi son principal confident. Et bien que très appréciable, Berserk contient des scènes extrêmement violentes, notamment des tortures, des meurtres et des scènes de viol assez explicites. On retiendra ici une scène en particulier, la scène de l'éclipse. On assiste à un sacrifice insoutenable durant lequel la victime est mutilée. L'anime est censuré ou interdit dans certains pays en raison de son contenu graphique et explicite. Dans sa version d'ailleurs originale, le manga pousse l'horreur et la violence encore plus loin. Personnellement, j'ai lu ce manga et la scène qui m'a personnellement traumatisé, c'est quand on peut voir Guts se faire abuser par un des membres du groupe de mercenaires de Gambino. Gambino qui est censé être un peu le père de Guts. Gambino est corrompu par l'argent, donc il envoie un gros mec dégueulasse abuser sexuellement de Guts. C'est dégueulasse, vraiment, je vous déconseille cet animé pour les plus sensibles. J'ai pas pu le finir honnêtement, je l'ai commencé, mais ouais, ça me dégoûte sur beaucoup de points. Je suis passé de Attaque des Titans à Berserk, j'ai peut-être pas fait la transition la plus smart, mais en tout cas, ouais, pour les âmes sensibles, je vous le déconseille vraiment. Tokyo Tribe 2. Tokyo Tribe, dessiné et écrit par le mangaka Santa Inoue en 1993. Il s'adresse à un public de jeunes adultes masculins. L'histoire se déroule dans un Tokyo devenu anarchique où la justice est rendue par des bandes armées. 4 gangs alors s'affrontent pour leur territoire.
les Shibuya Saru, les Shinjuku Hand, les Musashino Saru et les Wu Hand. Pardonnez-moi pour mon accent japonais, je maîtrise pas encore. Le sang coule, la haine s'installe et la colère fait des ravages dans les rues de Tokyo. Le goût de la trahison se mêle au goût du sang et la ville s'enflamme. La guerre des gangs est déclarée et fait rage. Bref, de la violence sur fond de vengeance et de guerre de gangs. Mais alors pourquoi cet animé est-il dans un classement et aussi en profondeur que ça, dans les abysses? Pourquoi? Eh bien laissez-moi attirer votre attention sur une scène, juste une vous suffira, je pense. On y voit un jeune homme se faire littéralement violer par un personnage nommé Booba. La victime laisse derrière elle une marque de sang. Et même si la scène est suggérée et se déroule derrière un rideau, elle est particulièrement difficile à regarder. Violence Jack. Un titre tout à fait explicite. La destruction, la survie après l'apocalypse et le sadisme. Ça décrit parfaitement Violent Jack. Cet animé, diffusé à partir de 1986, est adapté du manga créé par Go Nagai en 1976. Il a été interdit encore comme les autres dans plusieurs pays en raison de son contenu choquant et des scènes d'action d'une violence extrême. Dans cet animé, la civilisation s'effondre totalement à la suite d'une série de catastrophes d'origine inexpliquée. Libérés des lois, les hommes montrent leur vrai visage. La vie est rythmée par les viols et les meurtres. La violence est omniprésente. Dans ce nouvel enfer apparaît le Slum King. Ce géant porte une armure de samouraï et un masque qui cache son visage. Visage que personne n'a jamais vu. Et un jour, l'espoir revient sous les traits d'un monstre, Violence Jack. Jack est un personnage très mystérieux. Peu expressif, il parle très rarement. Et son penchant plutôt sadique se dévoile lorsqu'il prend un malin plaisir à massacrer ses ennemis. Tout comme Berserk, là on retrouve la violence physique à l'état brut sous toutes ses formes avec des scènes de mutilation, des viols et encore plus de Urotsuki Doji. Amano Diaku est un hybride démon humain, sociopathe et espiègle. Il est banni sur Terre et chargé de trouver le Chojin, un maître du monde des démons qui se cache dans le corps d'un homme. Malgré une intrigue de science-fiction plutôt classique, cette référence gagne son titre par son genre très particulier. Urotsuki Doji est une série de mangas de Toshio Maeda publiée en 1985 et elle est adaptée ensuite en animation en 1989. Et la particularité à vrai dire de l'adaptation, c'est qu'elle s'écarte vraiment du manga, ajoutant de nombreux éléments de violence, de sadisme et surtout de viol. Un style d'horreur qui mêle porno, violence et surnaturel. Des créatures démoniaques qui agressent et massacrent leurs victimes. Les scènes sont particulièrement choquantes. L'animé est interdit dans plusieurs pays en raison de sa violence extrême et ses scènes de viol dégueulasses. A Kite. A Kite, jamanipation de genre hentai, réalisé par Yaoshimo Yasuomi Ometsu, est sorti en 1998. Cet animé d'horreur et d'action est aussi extrêmement violent et pornographique. Viol, pédocriminalité, vengeance, sexe, meurtre, que de la poésie quoi. Elle raconte l'histoire de Sawa, une enfant qui voit ses parents se faire assassiner par un commissaire de police totalement immoral et corrompu, et qui s'appelle Akai. Après ce double meurtre, il lui fait comprendre que si elle ne fait pas du tout ce qu'il lui ordonne, il s'en prendra à elle aussi. Sawa alors accepte de ne plus jamais parler du meurtre de ses parents pour rester en vie. Et même s'il devient son père adoptif et qu'elle est encore jeune, Akai commence à éprouver du désir pour Sawa. Il la force alors à devenir une esclave sexuelle. Mais il décide aussi d'en faire une tueuse professionnelle qui sera à ses ordres. Quoi qu'il dise, contre son gré, elle est obligée de tuer quelqu'un que Akai a kidnappé. Ce premier homicide va changer la vie de la jeune fille à jamais. Désormais, elle ne respectera plus que les lois du plus fort. Devenue adulte, elle rencontre un jeune tueur à gages nommé Oburi et les deux jeunes tueurs tombent alors amoureux. Ils décident alors de tuer Akai, d'oublier pour toujours leur passé criminel et espèrent commencer une nouvelle vie. À cause de sa violence extrême et de ses scènes de viol, A Kite a lui aussi été interdit dans plusieurs pays et a été largement censuré. Where the Dead Go to Die. Tenez bon, nous arrivons maintenant à la toute dernière référence que l'on va aborder dans cet iceberg. Par contre, je vous préviens, elle est particulièrement coriace. Vous vous doutez bien que j'ai gardé le plus horrible pour la fin. On va parler non pas d'une animation japonaise, ni même adaptée d'un manga. Where the Dead Go to Die est un court-métrage d'animation américain de 2012 créé par James Creamer. Ce film d'horreur surréaliste est considéré comme un exemple de cinéma extrême en raison de ses représentations graphiques de la violence. Il suit principalement Tommy, Ralph et Sophia, un groupe d'enfants vivant dans le même quartier. Un démon commence alors à les traquer sous la forme d'un chien parlant, noir et aux yeux rouges, nommé Labi. Le démon canin les emmène dans un voyage infernal à travers les dimensions et les époques. Voyage à travers différentes dimensions, zoophile, torture, suicide, viol, inceste
et pornographie. Le réalisateur en fait dit avoir voulu aborder tous les thèmes jugés interdits. Délire expérimental assuré, mais alors franchement, accrochez-vous. Et j'en dirai pas plus parce que c'est tout bonnement dégueulasse. Allô, on me dit dans l'oreillette littéralement que Fleur Noire est partie à la librairie dévaliser le rayon manga, ça c'est top en tout cas. Et vous, pourquoi je continue à faire ça, c'est terrible. Est-ce que vous avez envie maintenant de regarder certains mangas de cette liste? Est-ce que vous êtes toujours avec moi là pour m'écouter? Ou vous êtes remonté avant d'arriver jusqu'aux abysses? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir si encore des gens sont là et on finit l'iceberg jusqu'à la fin. Sinon, attention en remontant, n'allez pas trop vite, pensez à respecter les paliers de décompression. J'espère que cette immersion en profondeur ne vous a pas trop glacé le sang. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai pu oublier voilà, des animés, ou même si vous voulez rajouter à cette liste des animés exhaustives, n'hésitez pas. On l'a créé avec ma scripteuse Fleur Noire, donc elle est complètement subjective. Des choses que j'ai mis au début vous auront peut-être plus effrayé que ce que j'ai mis à la fin, mais c'est pas grave, chacun a sa sensibilité finalement, et on la respecte, et je vous invite aussi à la respecter en commentaire, et surtout la mienne et elle de ma scripteuse. Où vous trouvez-vous à la fin de cette vidéo, dans quel contexte, sur votre lit, sur votre canapé? Mettez-moi ça en commentaire, comment vous vous appelez. Bon, ça c'est un petit peu rajouté par moi parce que je voulais juste savoir. Gardez en tête que tout ce que je vous ai raconté n'est pas le pire, la réalité est 1000 fois pire que ce que je viens de vous raconter là, car on rappelle c'est de la fiction. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les animés les plus perturbants que vous avez vus en commentaire et peut-être qu'on rectifiera cette liste exhaustive. Quant à moi, je retourne préparer mes nouvelles histoires d'horreur qui arrivent très prochainement. Je vous aime terriblement, reposez-vous bien, dormez bien ce soir, c'était Léo et je vous dis à plus. It's too small! It's too small! God damn it! It's too small. Maybe I should craft some ganjaisa? Hold on. Let's craft some ganjaisa, okay? It's too small! God, you heard that before? I'm so sorry. You know, not a nerd. When guys are confident